Bonsoir à tous. On va aborder notre sujet du jour. On va rigoler, ça va être beaucoup plus léger que tous ces sujets. Nous allons parler maintenant de l'apport discutable de Yael Braun-Pivet à la vie politique. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a un peu plus d'un an, je vous avais fait cette vidéo à propos de la vidéo lunaire de Yael Braun-Pivet baignant dans l'argent des Français. Tiens, qu'est-ce que j'avais écrit ? Nouvelle preuve de la déconnexion des élus au sommet de l'État, la présidente de l'Assemblée nationale a publié une vidéo pour promouvoir le prix de la photo politique de l'année. Une vidéo narcissique où elle apparaît entourée de lèche-cul payés par les Français pour décerner le prix du meilleur photographe lèche-cul. Et effectivement, en même temps qu'elle affirmait qu'il n'y avait pas un sou à économiser à l'Assemblée nationale, qu'on était déjà à l'os, eh bien cette dame publiait une vidéo complètement incroyable où on la voit, elle se met en scène dans les ors de la République, dans les beaux palais, dans les dorures, et puis elle fait ce truc complètement décalé pour promouvoir ce concours de photographes de l'Assemblée, où l'Assemblée décerne des médailles, des récompenses, et il y a de l'argent à la clé, je crois que c'était 2000 balles, et on la voit trier les photos, alors c'est que des photos d'elle, et elle commande ça en parlant justement voilà, de la liberté de la presse, et tu vois qu'en fait elle met en scène non seulement un rapport de domination très narcissique sur la presse, sur ses collaborateurs, et puis tu as une sorte d'opulence bling-bling de son cadre de travail. En fait, cette vidéo, c'est un peu l'équivalent pour une bourgeoise de ce qu'est pour un banlieusard, finalement, un clip de rap avec les putes et les bagnoles payées par le CNC. C'est vulgaire, on se met en scène, et puis c'est fait avec l'argent des autres. Mais ça ne s'arrête pas là. Il va être temps de vous montrer, mesdames, messieurs, un monument de la culture française, trop longtemps passé sous silence. Le narcissisme étant répandu dans la classe politique actuellement, elle a fait comme Jay Barry et comme tant d'autres, elle a ouvert un compte TikTok. Terrible idée ça, le compte TikTok de Yael Braun-Pivet. Donc ça ressemble à ça, finalement il n'y a pas grand monde qui suit. N'hésitez pas aussi à suivre ma chaîne sur TikTok maintenant, puisque j'y suis. Et on va voir un peu les TikTok malaisants qu'elle a pu publier. On va faire un tour d'horizon, c'est tout aussi lunaire. C'est la mise en scène de soi permanente. Donc là, il y a 3 trucs épinglés. Voilà. Madame la Présidente, excusez-moi, ça a dû vous péter les oreilles. Je pense que je vais me prendre plein de strikes vis-à-vis des musiques qui sont joints à ces TikTok. Je verrai bien comment ça se passe sur YouTube. Donc là il y a quelqu'un qui a filmé. Moi qui entre, moi dans les couloirs, moi sur le perchoir, moi avec un noir aussi, puisque ça fait bien. Voilà, elle a croisé des Français pour une fois dans sa vie, elle a pris des photos avec eux. Je disais moi avec un noir parce que plus bas, en fait, ça revient. Et il y a très peu de photos avec des Français, mais elle a trouvé un bébé, voilà, elle a trouvé le bébé noir. Ah, c'est génial. Je câline des bébés. On en est là, C'est quasiment de la parodie de communication politique. Alors, parmi les tweets épinglés, il y a la promotion du bouquin. J'ai écrit un livre. Dedans, je raconte quelques histoires. Je raconte l'histoire de mon grand-père, un jeune juif tailleur polonais qui est rentré dans la résistance. Il est tombé amoureux de la France. Je parle de mes 5 enfants, la chance de ma vie. Je raconte mes années d'avocate, puis de bénévole au Resto du Cœur. Mais il y a aussi mon histoire de femme politique. Je parle... Il y a aussi mon histoire de femme politique. Tu vois, le sourire forcé, elle est presque en train de rigoler en même temps qu'elle parle pour essayer de donner un peu de chaleur humaine, de côté sympathique. Mais c'est moi. Des codes que je découvre et de ceux que je casse. Mais aussi des remarques sexistes. Ah, on casse les codes, et puis le charabia de la bourgeoise de base. De ce jour où j'ai ouvert une enveloppe avec 7 cercueils dessinés. Un pour chacun de mes enfants, un pour mon mari et un pour moi. Je raconte mon cancer. Et ce matin, où j'ai fait ma dernière radiothérapie avant d'être nommée ministre, l'après-midi même. Je raconte ces appels où l'on me demande de démissionner. Bon, c'est très chiant, quoi. Voilà. Moi, mes aventures, mes problèmes, mes tracas, ma diarrhée, etc. Et le bouquin, alors on n'a pas vu la fin, attendez voir. J'ai écrit un livre de et de la vie politique comme vous ne l'avez jamais vu. Aujourd'hui, c'est à vous de vous mettre à ma place. Ah bah oui, on a que ça à branler.
Ça, c'est toute notre vie. Enfin, c'est tellement génial, la vie de Yael Braun-Pivet. C'est tellement important. C'est tellement un personnage central dans l'histoire de France qu'il faut faire la biographie et on a vraiment envie de la lire pour partager, communier dans ce parcours inspirant. Moi, je me lève le matin en pensant au parcours de Yael Braun-Pivet et je me dis, putain, j'aimerais bien en faire autant, quoi, bien évidemment. Alors, tout est comme ça. What's your favorite place? I don't have a favorite place. I have my favorite people. And whenever I'm with my favorite people... Alors, elle suit les tendances TikTok, toutes américaines. Hein. Ça parle anglais partout. Musique américaine, tendance aussi américaine. Où là, je sais pas, il y a un vieux qui explique que quand il est avec ses proches, il est partout chez lui. C'est tellement inspirant. Storytime. Storytime de comment j'ai annoncé mon élection à mon mari. Et pour la petite anecdote, il y a les élections législatives en 2022. L'ancien président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, perd. Et on s'en fout. Là, ce que vous voyez, il y a des vieux et des retraités, en fait, et elle discute avec des gens lambda qui viennent visiter l'Assemblée. C'est, je crois, les trois quarts de son boulot, franchement. On va revenir sur ce point-là, mais je me rends compte ici qu'effectivement, ça doit pas être des employés de l'Assemblée, c'est des gens qui visitent. Et elle fait partie des meubles, en fait, maintenant. Quand je rejoins le meilleur endroit du monde, l'hémicycle, regardez-moi marcher avec les salariés à queue de pie, là, parce qu'il y a tout un protocole autour de ces gens-là. Ah, ça c'est génial, ça. Or day one. One day or day one. Du développement personnel américano-lâtre éclaté au sol. Alors, je vous fais la traduction. Vas-y, Superman, dis ta stupid line, ta phrase type. La séance est ouverte. Voilà, la séance est ouverte, la phrase typique pour commencer une séance à l'Assemblée, quand on est président. Moi, j'ai ma stupid line, c'est ça. Catastrophique. Grotesque. Ça va et vous? Ah, c'est vachement spontané, hein. Ça va, salut. N'importe qui te filme dans les couloirs quand tu marches. Oh, je joue la surprise. Toi aussi, fête l'anniversaire de ton leader suprême sur TikTok avec une vidéo spontanée. Putain, je me rends compte que tous les commentaires... Ça va? C'est ça, quoi. C'est tout ça avec de l'argent public, salaud! L'argent du contribuable! Syndrome du personnage principal, oui. Tout ça de collaborateurs, qu'est-ce qu'ils font de la journée? Alors, est-ce qu'il y a d'autres chapitres malaisants? Je crois qu'on a un petit peu fait le tour. Encore un nouveau diaporama où on la voit discuter avec les enfants qui visitent l'Assemblée. Encore des enfants qui font du tourisme. Monsieur Noël, l'habitude, on devait être C'est pas trop dur tous les jours. Regardez-moi travailler dans la SNCF. Ah, je suis passionné. Il y a une musique derrière. C'est la Thug Life, les enfants. C'est quoi? C'est une racaille? Comment ça se passe? C'est le daron de la mafia qui rentre dans sa cité avec son gang. Alors, il y en a une bonne dizaine, des TikTok comme ça. Voilà, maintenant elle passe en revue l'armée. Avec toujours des musiques épiques, inspirantes et entraînantes. Ah, un autre bouquet. Vous avez quel âge? Mais c'est super! Super! Non mais sérieux, oui, non mais ça va aller, c'est juste qu'on va me demander. J'ai 40 ans, ça va aller, c'est super. Mais non, 40, avec un grand sourire! En fait, on est chanceux de vieillir. Oui, c'est vrai. Il faut toujours se dire ça. C'est vrai. Et il y en a beaucoup qui n'ont pas cette chance. Comme je ne fais pas. Bon, la vie de bureau. On a fêté l'anniversaire de Josiane de la Compta. Je l'ai rassuré sur son âge. Qu'est-ce que ça fout là, quoi? Voilà, encore une mise en scène. à faire dans un moment pareil. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais Ah oui, c'est vraiment plus qu'assumé. Elle est contente, elle frime. D'accord. Une journée dans ma vie de présidente.
Moi. Je vais retrouver le truc sur les noisettes. C'était marrant. Ah, je sais ça. Elles sont où mes noisettes? Ah, elles sont carrément décortiquées en plus, putain. Oh, il est trop gentil. Mon régime. C'est génial. Ça va aller. Elle mange des noisettes. Ouais. Information importante. Elles sont toutes fraîches, elles sont bonnes. Hmm. Trop bonnes. Elles sont où mes noisettes? C'est tout. Hein, il n'y a rien d'autre. C'est filmé, donc, et ça fait l'objet d'une publication sur ces réseaux. Noisette. Noisette 2025, politique, hashtag Assemblée nationale. Le syndrome du personnage principal, complètement. Le monde tourne autour d'elle. D'ailleurs, regarde, même quand elle pense, c'est un événement. Avec du Dépêche Mode. Donc elle a la tête ailleurs, elle pense à quelque chose. Si ça se trouve, c'est d'ailleurs une scène fabriquée. Genre, je suis en train de réfléchir avant de passer sur France Inter. Regardez-moi comme je suis concentré. Dans ma bulle, Dépêche Mode. Consternant. Passion noisette, putain, mais ça revient. Je les ai pas tous vus. Voilà, elle continue à bouffer des noisettes, ça faut le dire. Alors il y a un autre truc qui revient énormément, c'est sa participation aux visites de l'Assemblée. J'avais pas vu que c'était aussi présent sur TikTok, et à quel point elle était impliquée dans ce truc-là, mais elle adore parler en public, donc là elle va ânonner pendant 40 secondes sur la Constitution, sur la manière dont on peut la réformer. C'est vraiment absolument pas intéressant. Ah voilà, d'autres trucs de mise en scène, où je marche sur les tapis, je rejoins le perchoir, on me pousse la chaise. Toujours des musiques épiques complètement déconnectées de la situation. Voilà, de la mise en scène de soi. Elle vend son bouquin qui s'appelle « À ma place », mettez-vous à ma place. Et puis elle montre à quel point elle est impliquée pour recevoir les gens à l'Assemblée. Alors, Yael. On va faire un peu un point sur son parcours, parce qu'elle vient un peu de nulle part. Yael, c'est une dame qui a commencé sa carrière en étant avocate pénaliste. Elle a épousé un cadre de L'Oréal qu'elle va suivre à l'étranger, justement, puisqu'il va être muté à droite à gauche. Et donc de 2000 à 2013 ou 14, je crois, elle va vivre dans plusieurs pays. Taïwan, Japon, Tokyo et le Portugal. Et quand elle rentre, elle va s'engager, elle va faire du bénévolat au Resto du Cœur. Toute sa vie, elle aura voté PS jusqu'en 2017, où, ébobie par notre cher Macron, premier leader suprême, elle va choisir de se présenter sur les listes d'En Marche et elle sera élue contre toute attente. Voilà, c'est la promotion des individus de la société civile. Hein. Et alors, non seulement elle est élue députée, mais elle devient aussi présidente de la commission des lois, grâce, comme vous allez le voir, non pas à ses compétences, mais à la discrimination positive. Le Monde affirme que son parcours tranche quant à l'usage, qui voulait que la fonction soit réservée à des députés expérimentés, et que la volonté de parité n'est pas étrangère à son élection, puisqu'elle est devenue présidente de l'une des 8 commissions permanentes de l'Assemblée nationale, donc ça fait un peu partie des postes clés au sein de ce zoo. D'après le Nouvel Obs, elle n'avait pourtant pas les faveurs de l'Élysée. Elle déclare à ce sujet « Je n'avais pas de relation spéciale avec personne, j'ai présenté mon parcours et été élue. Pour une fois, ce n'est ni un ami ni un pressenti, et je trouve ça bien. » Elle devient la première femme à accéder à cette fonction après une première élection à l'Assemblée nationale, et la deuxième à accéder à la présidence de cette fonction sous la Ve République, 20 ans après Catherine Tasca, qui, elle, avait été ministre avant cela, et avait donc une stature politique. Et donc elle avait fait un premier mandat de députée très probablement. On juge inédit d'avoir une inconnue à cette fonction. Donc c'est une femme qui est rentrée dans les valises de En Marche, il se trouve qu'elle a misé sur le bon cheval, elle a réussi à être élue députée, et ensuite, par un concours de circonstances, elle arrive à être élue présidente d'une commission permanente de l'Assemblée nationale contre tous les pronostics, et contre les usages qui voudraient qu'on mette quelqu'un d'un petit peu plus expérimenté, et dont ce n'est pas non seulement le premier mandat, mais aussi la première fonction au sein des institutions de la République. Mais après tout, pourquoi pas? La conséquence, c'est quand même qu'il y a eu quelques petits ratés au démarrage, hein. Il y a eu des débuts difficiles, je ne sais pas si des gens s'en souviennent. Yael Braun-Pivet en commission des lois, ça a donné au début un mélange grotesque d'autoritarisme et de ridicule dans la gestion de la parole et puis des votes au sein de la commission. Elle respectait pas très bien le processus au début. Bon, elle va finir par prendre ses marques et elle va devenir un personnage, disons, j'allais dire important, mais je sais pas trop si c'est le terme. Disons que sa fonction
de présidente de commission permanente, la place forcément en bonne place dans l'organigramme de la majorité. Elle va être amenée à être en première ligne sur un certain nombre de sujets. Voilà, des présentations de lois d'importance pour le quinquennat. Alors, il y avait par exemple le projet de loi organique pour la confiance dans la vie publique, ce genre de choses. Bon. Essentiellement, elle est une courroie de distribution, un relais de la politique voulue par la majorité de l'époque. Puisqu'à cette époque, En Marche avait la majorité. Alors, outre ces dossiers, elle va aussi avoir un rôle majeur dans l'affaire Benalla. Une affaire qui survient assez vite, en 2018. L'affaire Benalla, où ce chargé de la protection du président de la République était allé castagner des manifestants et gérer les services d'ordre, on ne sait pas pourquoi, puisqu'il n'était ni gendarme ni rien du tout, donc usurpation de la fonction, port illégal d'armes, etc. Il y avait tout un tas de problèmes. Et ça avait créé une certaine polémique à une époque où ça faisait encore partie du registre de ce qui est grave. Depuis, la Macronie a quand même vachement élargi la fenêtre d'Overton, on va dire, de la crapulerie en politique. Alors, au début, c'est la panique, l'Élysée reste muet, les consignes n'arrivent plus, les oppositions se déchaînent, et il y a 4 personnes qui vont être envoyées au front, dont Yaël Braun-Pivet, députée des Yvelines, élue dans l'indifférence, présidente de la commission des lois. C'est elle qui va expédier la commission des lois transformée en commission d'enquête sur l'affaire Benalla. Une commission d'enquête qui avait été obtenue de haute lutte par les oppositions, mais la rapporteure, Yaël Braun-Pivet, va prendre grand soin de la saborder et avec succès. Installée le 19 juillet pour une durée de 1 mois, elle implose 5 jours plus tard. Pour parvenir à ce remarquable résultat, Yaël utilise tous les moyens sans état d'âme. Dans un premier temps, elle refuse que les auditions soient publiques. Elle devra finalement céder sous la pression. L'avocate réserve ensuite une salle beaucoup trop petite pour accueillir tous les députés qui souhaitent participer aux auditions, une certaine conception de son rôle et de la démocratie. Des petites combines pas si anodines, mais ce qui fera capoter la commission, c'est la liste des auditions, alors que l'opposition souhaite entendre l'ensemble des acteurs de l'affaire, Alexandre Benalla compris. Yaël Braun-Pivet ne veut pas charger la barque. Citation. Donc pour que la barque soit aussi légère que souhaité, la majorité s'accorde sur seulement 8 auditions sans consulter l'opposition. Par comparaison, la commission présidée par le LR Philippe Bas au Sénat sur cette affaire effectuera 48 auditions en 6 mois, interrogeant notamment Alexandre Benalla, les collaborateurs de Macron. On se souvient qu'il y avait eu quelques révélations et beaucoup de mensonges aussi dans le cadre de ces commissions, ils ne s'étaient pas gênés. Bref, face au comportement de la majorité et de Yaël Braun-Pivet, accusée d'être aux ordres de l'Élysée, le rapporteur Guillaume Larrivé jette l'éponge, il dénonce des instructions destinées à torpiller les travaux de la commission et suspend sa participation, censé pourtant faire toute l'affaire sur les événements survenus à l'occasion de la manifestation du 1er mai. La commission Benalla n'aura pas tenu une semaine. Yaël a bien travaillé, il n'y aura même pas de rapport. Après ce glorieux fait d'armes, l'inconnue retourne à l'anonymat du travail en commission, mais après cette irruption sur le devant de la scène, elle se sent pousser des ailes. Après tout, dans une majorité composée de débutants, pourquoi ne pas tenter sa chance à la présidence ? En septembre 2018, Françoise de Rugy quitte le perchoir pour devenir ministre. Elle porte sa candidature et étrille le favori de l'Élysée, Richard Ferrand. Avant de se désister en sa faveur, il y aurait eu des pressions. Richard Ferrand est finalement largement élu. En juin dernier, lors de la composition du gouvernement Borne 1, donc l'article date de 2022, donc c'était juste après l'élection de Macron, 2e mandat, Yaël est bombardée ministre des Outre-mer. Sa compétence sur le sujet, aucune. De toute façon, elle ne va pas y rester. De son passage éclair au gouvernement, il ne restera que peu de choses. Elle voulait dialoguer, écouter, échanger, voilà. Je crois qu'elle reste 1 mois. Le temps d'un aller-retour en Guadeloupe pour commémorer l'abolition de l'esclavage. Et puis elle se fait virer, ou je ne sais plus ce qui se passe. Enfin bon, peu importe, on s'en fout. Richard Ferrand, battu au second tour des législatives, le perchoir libre, revoilà donc l'ex-filtré Yaël Braun-Pivet, rappelé en urgence à l'Assemblée nationale, où sa désignation au sein du groupe de la majorité n'a été qu'une formalité, et c'est comme ça qu'elle devient présidente de l'Assemblée nationale. Pour autant, l'Assemblée n'a jamais été aussi divisée, il y a une majorité relative, c'est-à-dire que le bloc central a la majorité, mais le parti du président n'a pas suffisamment d'élus pour avoir une majorité à l'Assemblée. Il faut faire avec quelques élus du MoDem, par exemple. Depuis la dissolution, c'est encore pire. Dans l'hémicycle, la présidente va devoir ferrailler et se frotter à ceux qui avaient été les plus virulents
au moment de la commission Benalla. Bref, voilà donc le parcours politique de Yael Braun-Pivet. Et alors depuis son accession au poste de présidente de l'Assemblée, Yael a chopé un melon énorme, gigantesque, d'où la production de vidéos malaisantes d'autopromotion, hein, ça a commencé ici. Elle aurait très bien pu faire un TikTok depuis très longtemps, ou une chaîne YouTube, une page Instagram. Non, là, depuis qu'elle est présidente, là ça y est, elle a atteint des sommets, et comme toute personne qui gravit les échelons un peu plus vite que sa compétence ne le justifie, eh bien il y a une légère dérive autoritaire qui vise à compenser un manque de légitimité. Du coup, on n'a jamais eu autant de sanctions que depuis qu'elle est présidente. Il y a BFM qui a fait l'historique de toutes les sanctions qui ont été données aux députés par la présidence de l'Assemblée. On peut voir que malgré qu'il y ait eu des cohabitations hein, dans ces années-là, il s'est passé beaucoup de choses historiquement, et on peut voir que les sanctions aux députés étaient très rares, et c'est vraiment depuis l'élection de Macron en 2017 que les choses ont dérapé, et en particulier après 2022, puisque Macron Ier était minoritaire à l'Assemblée, donc il y a eu un peu plus de chahut. Alors voilà, il y a quand même eu en 2023 24 sanctions qui ont sanctionné 99 députés, parce qu'il y a des sanctions qui regroupent parfois plusieurs personnes. Et alors il justifie tout ça par un calendrier parlementaire particulièrement houleux, la réforme des retraites, la loi Asile-Immigration, qui ont fortement fait claquer les pupitres de l'hémicycle. Enfin, bon, il n'y a pas vraiment que ça, quoi, parce que on remarque que les sanctions ont tendance à toucher particulièrement les députés de la France insoumise. Nombre de députés sanctionnés selon le groupe parlementaire, 88 sanctions pour LFI, beaucoup moins pour les autres. Sur les 106 sanctions prononcées, seules 3 concernent des députés issus de la majorité, dont 2 qui se sont amusés à faire un salut nazi à l'Assemblée, dans l'hémicycle, et puis Laurent Crozier qui traitait de nazi un député du RN, donc il a pris une sanction parce qu'on n'a pas le droit de s'insulter. Et Yael, elle est très sévère là-dessus, une présidente de l'Assemblée intransigeante. Yael est la première femme élue au perchoir. D'après nos collègues qui ont recueilli le sentiment d'un bon nombre de parlementaires, la présidente est réputée ne pas avoir la main légère sur l'attribution des sanctions. On dit que je suis celle qui a le plus sanctionné, je continuerai, je ne laisserai plus rien passer. Je ne dois pas tolérer le bazar que l'on voit parce que les Français m'en parlent matin, midi et soir quand je suis dans la rue, moi qui, depuis le début, je suis intransigeante. Bon, ouais, respectez mon autorité. Le fait qu'elle sanctionne énormément la LFI à partir de 2022-23, bon, il y a par exemple une sanction pour Sébastien Ducobu de l'Ogu qui avait agité un drapeau palestinien dans l'hémicycle. Et elle l'avait sanctionné au prétexte que seuls les signes de la République française sont autorisés, seul le drapeau français, etc. Parce que, bon, pourquoi pas? Alors le problème, c'est qu'il y a aussi le drapeau européen dans l'Assemblée et du coup, il n'est pas autorisé. Et puis, elle ne s'était pas gênée, elle, pour afficher non seulement le drapeau ukrainien, mais aussi le drapeau israélien. Et il est possible que Yael, fervente soutien d'Israël, de communauté juive aussi, ça compte, il est possible qu'elle ait eu un peu la main lourde vis-à-vis de LFI, qui critique la politique d'Israël assez vertement depuis 2022. Et il n'est peut-être pas un hasard que ce parti ait pris énormément de sanctions. D'ailleurs, ça s'est calmé depuis que ça lui a été reproché. Alors maintenant, puisque Yael a atteint les sommets de la vie politique française, il s'agit de laisser sa trace. Vous avez vu, hein, comme elle est fière d'être parvenue à ce poste, et elle aimerait laisser peut-être un peu plus que quelques TikTok avantageux et narcissiques. Le problème, c'est que ça peut difficilement se faire par l'atteinte d'objectifs politiques ambitieux, majeurs, historiques. Comment laisser sa trace quand on est à ce point limité politiquement, son bloc n'ayant pas la majorité, et le pouvoir politique étant largement délégué de nos jours à tout un tas d'instances supranationales. Puis en plus, en tant que présidente de l'Assemblée, en fait, on comprend qu'elle gère une garderie. Elle est là pour sanctionner, gérer le bazar, voilà. C'est d'ailleurs à peu près tout ce qu'elle fait. C'est une espèce de mère tape dure qui gère une crèche pour adultes, parce que c'est à peu près ça hein, qui est devenu l'Assemblée nationale aujourd'hui. Elle est payée en gros pour faire de l'animation pour des adultes. Il faut gérer 700 personnes, il faut leur donner du grain à moudre dans un pays où l'Assemblée ne vote plus vraiment les lois, ne fait plus les lois, ne fait plus la politique, ne décide de plus grand-chose, et où ils sont même plus foutus de faire un budget. Donc il faut faire de l'animation et donner l'impression que ces gens ont une utilité. Et en tant que présidente de l'Assemblée nationale, eh bien elle est là pour gérer le calendrier
de l'Assemblée. De quoi on va parler, quand, combien de temps, quand est-ce qu'on vote. Et elle a aussi géré le budget, le fameux vote du budget. Ça, je vous en avais parlé, je vous avais dit que ça finirait en queue de boudin, en queue de poisson, où on va faire de l'animation. Voilà, elle a un BAFA, elle est là pour gérer des adultes qui s'emmerdent et il faut les amuser. Donc on va faire des discussions autour du budget. Qui veut proposer un amendement ? Vous voulez proposer ? Allez-y, défendez votre amendement, taisez-vous là-bas, à droite, à gauche, ou je vous sanctionne, vous avez dit un gros mot. Et donc pendant 3-4 mois, elle a géré l'organisation d'un débat parfaitement inutile, que tout le monde savait parfaitement inutile sur le budget, et qui a fini par le concours l'épine de la connerie, puisque tout le monde pouvait envoyer des messages à son électorat en prétendant défendre tel ou tel truc dans le budget, en sachant très bien que rien ne passerait et que tout finirait à la benne, et c'est ce qui s'est passé à la fin. C'est le gouvernement qui a fini par imposer la copie originale qu'il voulait faire voter, et puis tout le monde a fait semblant d'être offusqué, mais sans faire tomber le gouvernement pour autant. Voilà. Et donc son rôle, c'est ça, faire l'animation socio-culturelle de cette crèche pour adultes surpayée. Donc c'est difficile de laisser une marque indélébile quand on en est à ce niveau-là. Alors comme tous les médiocres, elle va essayer de laisser une trace physique de son passage. Mettre sa petite patte quelque part, un peu comme Macron avec les vitraux de Notre-Dame. C'est-à-dire qu'à défaut de faire de grandes choses, eh bien on va laisser de grosses traces. Voilà, on va instrumentaliser n'importe quoi qui permette de poser une petite plaque avec son nom dessus pour essentiellement avoir claqué de l'argent public. Ça, ce sera le seul succès. Alors ça prend la forme de cette merde, le pavillon d'accueil en verre de l'Assemblée nationale, mesdames, messieurs. Le grand projet de Yael Braun-Pivet. Là, elle pourra mettre sa grosse plaque, financée, décidée sous la présidence de Yael. Elle mettra peut-être sa photo en format 4x3, je ne sais pas. Ça a déclenché une petite polémique. Alors, 50 000 signatures déjà contre le projet de pavillon d'accueil. La photo n'est vraiment pas... Enfin, la photo... Le dessin de l'agence Moati Rivière qui a été sélectionnée, l'agence d'architecture, pour rénover un bâtiment qui est déjà présent mais qui est un peu vieillot. Et il s'agit de faire un bâtiment d'accueil, donc là c'est très laid. En vrai c'est beaucoup plus petit. Bon, c'est un bâtiment qui est sur le côté de l'Assemblée. Alors, il y en a quand même pour 50 millions d'euros. Ça va faire 4000 mètres carrés qui, on les dirait, irrémédiablement un ensemble monumental appartenant à l'histoire de la nation, site classé au patrimoine de l'UNESCO. Donc ils ont déposé un permis de construire le 16 juin, après un vote en septembre 2024, pour un projet dont la livraison était prévue en 2028. La procédure d'instruction de cette demande suit le droit commun, etc. En fait, ils ont fait les choses à l'envers, c'est-à-dire qu'ils ont fait un concours d'architecture, et ensuite ils se sont posé la question des réglementations et des lois sur l'urbanisme. Donc ça pose un petit peu des problèmes au niveau du permis de construire, et puis ça froisse certaines associations, comme Cité Monuments, qui demandent le retrait du permis de construire, etc. Alors, on va voir ce que nous dit Yael Braun-Pivet, parce que ça fait écho au TikTok, vous allez voir. Donc ça ressemble un petit peu à ça. Il manquera le logo Starbucks et ce sera parfait. Mais en fait, tu as raison, parce que le projet, c'est vraiment de faire un espace bien-être, déjeuner, accueil du public, boutique. C'est un centre commercial pour accueillir des touristes. Donc un bâtiment destiné à l'accueil des visiteurs, qui suscite la polémique pour son coût élevé, puisqu'il y en a quand même pour 58 millions, quelque chose comme ça. Et donc si vous divisez la somme par le nombre de mètres carrés prévus, qui est de 4000, ça fait un prix de construction à 13 000 € le mètre carré, ce qui est largement au-dessus de la moyenne quand même. Oui, ça va être long à rentabiliser, d'autant que les visites sont gratuites, alors je ne sais pas si la vente de mugs made in China permettra d'amortir le coût. La boutique a intérêt de bien fonctionner. C'est-à-dire que Mme Braun-Pivet, après nous avoir imposé ses croûtes dans l'ensemble de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire diverses œuvres contemporaines qui battent des records de mauvais goût, a décidé de défigurer le bâtiment lui-même avec ce pavillon immonde et très cher. Moi j'espère que des recours seront portés et que cette bouse ne sera pas faite. Mais de toute façon, je ne vois pas en quoi le bureau de l'Assemblée nationale pourrait défigurer un monument historique. Ce monument n'appartient pas aux députés, ce monument appartient aux Français. Il faudrait peut-être le rappeler, quoi. Bon, je crois qu'il est contre. Alors voilà, en plus, on apprend au détour de cette interview que l'Assemblée nationale a été tapissée d'art contemporain. Donc, en plus d'avoir salopé l'Élysée, comme vous le savez, avec le couple Macron qui ont mis toute leur merde et leur mobilier dégueulasse, là, et ils ont mis les tapis sur les murs, enfin n'importe quoi. Visiblement, l'Assemblée nationale a été la proie du goût douteux d'une bourgeoise qui veut se distinguer de la plèbe en affichant ses goûts en matière d'art. Alors on va écouter comment justifie Yael cette dépense et la nécessité de ce bâtiment.
C'est le genre de polémique qui me stupéfait. Ce projet, il date d'il y a plus de 20 ans. C'est un projet qui a été voulu par tous mes prédécesseurs, gauche, droite, peu importe les alternances. Pourquoi ? Parce qu'on accueille le public et toute personne qui est venue un jour à l'Assemblée nationale sait que nous accueillons le public dans des conditions déplorables. Et je pèse mes mots, dans des conditions de sécurité très légères, avec des groupes qui attendent dans la rue, avec aucun espace pour les enfants, pour poser leurs affaires, pour déjeuner quand ils viennent de loin. Mon souhait, c'est que chaque enfant de France vienne à l'Assemblée Mais vous voyez, elle gère un centre aéré. nationale découvrir l'institution, et ils le font malheureusement dans des conditions qui sont vraiment pas celles qui soient dignes. Mais c'est un lieu de travail, en fait. Vous êtes là pour voter les lois, voter le budget. Vous n'êtes pas là pour accueillir tous les gamins de France. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ils veulent maintenant transformer l'Assemblée. Alors, c'est vrai qu'ils foutent plus grand-chose. C'est vrai qu'ils servent plus à grand-chose, c'est pas faux. Et alors maintenant, ils veulent accueillir tous les gamins de France pour faire de l'animation socio-culturelle. Et ça fait la boucle avec son TikTok, où on la voit accueillir des vieux, des enfants, etc. Et se pavaner dans les couloirs et expliquer des banalités sur la Constitution, sur l'histoire du bâtiment. Elle fait les visites. Elle s'emmerde, en fait. Elle a qu'à aller bosser au Louvre et faire la visite du musée plutôt que d'être présidente de l'Assemblée. Donc ces gens veulent transformer l'Assemblée nationale en musée, et cette dame se plaint de l'accueil déplorable à l'Assemblée nationale. Mais pourquoi est-ce qu'il est déplorable, l'accueil? Peut-être parce que depuis le 29 octobre 2022, dans le cadre de la démarche d'ouverture de l'Assemblée nationale engagée par Madame Yaël Braun-Pivet, il y a maintenant des visites individuelles qui sont introduites pour permettre au grand public de découvrir le Palais Bourbon aux côtés des groupes invités par les députés. Parce qu'avant, pour aller à l'Assemblée nationale, vu que c'est pas un musée, on ne pouvait y aller que sur invitation d'un député. Je crois qu'on pouvait aussi assister aux délibérations, aux séances, peut-être même pas à toutes, et puis il fallait demander l'autorisation longtemps à l'avance. Mais normalement, visiter l'Assemblée, c'est sur invitation du député, faut demander. Là, ils ont fait opération porte ouverte permanente, quasiment. Donc c'est dans la limite des places disponibles, les vendredis après-midi, les samedis matins, tous les jours ouvrés pendant les suspensions de travaux parlementaires, à partir des vacances de Noël, voilà. C'est un musée, le truc. Et alors, sans rien prévoir, elle a décidé d'ouvrir l'Assemblée pour, je sais pas quoi faire, en fait. Accueillir des gens qui viennent l'admirer, parce que c'est ça, hein. C'est des groupes qui défilent, et puis, vous êtes Madame la Présidente de l'Assemblée? On l'a rencontrée, on a pris des photos avec elle, elle nous a parlé de la bibliothèque de machin truc, et puis de la qualité du marbre. C'est ça. Elle veut gérer un centre de vacances. Et elle est payée 11 000 balles pour faire de la visite. Alors bon, il n'y a pas que elle, hein, puisqu'évidemment, les visites individuelles sont gratuites et sont guidées par des agents conférenciers de l'Assemblée. On a embauché du personnel qui font des petites visites gratuites. Et elle veut accueillir tous les enfants de France, donc une classe d'âge en France, c'est 600 000 personnes. Là, il se trouve qu'il y a 200 000 visiteurs par an, ils savent plus où les mettre, et elle se plaint des conditions d'accès déplorables, et ouin. Alors, bon, dernière nouvelle, le projet décrié du nouveau pavillon est actuellement à l'arrêt, faute de pouvoir obtenir rapidement une autorisation de creuser sous l'une des cours du Palais Bourbon, puisque il voulait péter le bâtiment. Bon, annoncé en 2024, le projet est mis sur pause. Un permis avait été déposé en juin 25 pour construire un nouveau pavillon d'accueil plus adapté, puisque voilà, 200 000 personnes, c'est compliqué. Mais maintenant, elle veut en faire venir 600 000, en fait. Si tu fais venir tous les gosses, plus les accompagnants, etc., c'est 600 000 à 1 million de personnes par an. Le nouveau pavillon baptisé L'Avenir. On a sorti les post-it, on a fait un brainstorming au niveau des collaborateurs pour savoir comment on allait appeler cette nouvelle daube. L'Avenir. Et le truc n'est jamais construit, quoi. C'est comme le parti Horizon, tu sais, le machin qui s'éloigne quand tu t'en rapproches. Là, c'est pareil. Alors, ça devait être érigé après la destruction de l'ancien édifice datant de 1888. Son aspect très contemporain, avec ses grandes colonnes de verre, a suscité des critiques, ainsi qu'une pétition. Alors le problème, c'est que ce bazar ne respecte pas les lois d'urbanisme, et donc il fallait modifier le PSMV, une modification mineure mais qui est assez longue et qui est entre les mains de la ville de Paris. Or, nous sommes en période électorale, les délibérations de fin de mandat sont peu propices à l'engagement d'une modification d'un document d'urbanisme. C'est un sacré merdier ces trucs-là. Donc ils ont retiré leur permis de construire pour éviter qu'il soit annulé. Ils l'ont mis de côté.
Mais tout ça reviendra dans les cartons dès qu'on pourra, dès que les conditions seront réunies, on redéposera un permis, c'est-à-dire après les municipales et au moment de l'élection présidentielle de 2027, quand vous aurez d'autres préoccupations que de signer des pétitions pour vous opposer à la destruction du patrimoine, visiblement, pour construire les merdes modernes de Yael, qui a très envie de mettre sa grosse plaque sur l'édifice avec son nom dessus. Quant à l'idée de modifier le projet ou supprimer la partie en sous-sol, ce n'est pas à l'ordre du jour à cette heure. Bien. Donc voilà, elle a transformé l'Assemblée nationale en une espèce de Disneyland, où les gens viennent la visiter et l'aduler et faire des photos avec elle, et s'extasier des 3 conneries qu'elle leur raconte. Et elle veut maintenant faire un petit commerce avec boutique, aire d'accueil pour les visiteurs, petit restaurant, pour voilà, transformer l'Assemblée nationale en musée et puis en centre commercial. C'est ça leur vision de la démocratie, la mise en avant de soi-même et puis le petit commerce, quoi. C'est la Startup Nation. Voilà donc l'apport assez discutable de Yael Braun-Pivet à la vie politique. Des bâtiments à venir, n'est-ce pas ? De la déco merdique, de l'autoritarisme, bon, léger, mais un petit peu quand même, un soutien au macronisme tant que ça gêne pas trop sa carrière, parce qu'on n'est pas trop allé dans le détail, mais elle sait se montrer arrangeante quand il s'agit ensuite de se faire bien voir auprès de ses collègues députés pour obtenir leur approbation et leur soutien, pour obtenir des postes. Bref. Et puis tout ça se termine en un compte TikTok assez explicite, malheureusement. Là, on a vraiment affaire à une personne qui, à mon avis, est totalement dépassée par le statut social qu'elle a obtenu avec un concours de circonstances. Hein. C'est tiens, je gagne une élection, je suis élu député. Oh, puis finalement, parce que la parité aidant, je deviens présidente d'une commission contre tous les usages. Et puis, à la faveur, là encore, de concours de circonstances, avec Richard Ferrand qui perd les élections, je me présente, et puis il se trouve que comme j'ai assez bien mené ma barque et que les gens m'aiment bien au sein de mon groupe parlementaire, je suis élu à la présidence de l'Assemblée nationale. Ça peut vous arriver. Et alors, je crois qu'elle n'y croit pas elle-même à ce parcours. Elle est stupéfaite, elle doit se lever tous les matins, tu sais, comme dans les Disney, où elle chante, elle danse, les animaux chantent avec elle. Bon, comme on n'est pas sur un Disney, en fait, tout ça se passe sur TikTok. Et donc elle montre régulièrement qu'elle occupe la fonction, parce qu'à mon avis, elle n'a pas compris elle-même, tu sais. Elle le signifie continuellement. Si, je suis vraiment présidente de l'Assemblée, regardez, je marche dans les couloirs. Regardez, il y a elle qui reçoit les honneurs, il y a elle qui s'assoit au perchoir, il y a elle qui dit la phrase consacrée pour ouvrir la séance. Hein. Et puis tout ça est saupoudré de développement personnel un peu douteux, bas de gamme, One day or today, ou je sais plus quoi, quelle connerie à raconter. En gros, crois en tes rêves et tu parviendras aux plus hautes fonctions. Bon, c'est littéralement la définition d'une parvenue, au sens le plus vulgaire et médiocre du terme, c'est-à-dire qu'elle ne met pas en avant ce qu'elle peut faire dans le cadre de sa fonction, elle ne met pas en avant le rôle qu'elle a, elle met en avant le fait qu'elle occupe le poste. J'ai obtenu un poste, je suis payé. Il y a des avantages, il y a de la mise en scène, regardez. Elle ne se rend pas compte qu'elle se ridiculise complètement en postant des conneries pareilles, parce qu'elle est entourée par d'autres gens tout aussi médiocres, et puis des flagorneurs qui essayent de la flatter pour obtenir un petit sucre, un petit poste, un machin, un avancement, n'importe quoi. D'ailleurs, peut-être qu'elle-même appartient à cette catégorie de gens qui se définissent par leur possession, par leur poste, par les récompenses, les diplômes, voilà. Ça les flatte. C'est le summum de la médiocrité. Parce qu'aujourd'hui, la fonction politique a été légèrement vidée de sa substance, et on pourrait se demander à quoi ça sert d'être présidente de l'Assemblée quand tu as 80% des textes qui sont votés qui viennent de l'Union européenne. C'est des transpositions de directives sur lesquelles il n'y a pas grand-chose à dire. Alors de temps en temps, ils font du zèle et ils surtransposent, c'est d'ailleurs ce qui est souvent critiqué, mais tu n'as pas le droit de dire non, quoi. C'est une chambre de ratification de décisions prises ailleurs. Idem, ça sert à quoi d'être présidente d'une assemblée nationale quand cette assemblée n'est même plus foutue de voter un budget? Ça fait 2 ans ou 3 ans, je crois, que les discussions sur le budget finissent en autre boudin. C'est le principal rôle d'un député. Voter le budget. C'est leur boulot. Ils sont plus foutus de le faire. Maintenant, c'est défini au niveau de Bercy, au niveau des ministères, et c'est imposé par le gouvernement en place. Il n'y aurait pas les députés, ce serait pareil. Elle est présidente de gens qui ne servent à rien 95% du temps. Ils ne seraient pas là, ce serait exactement la même chose. Alors du coup, plus globalement, on peut se demander à quoi ça sert d'être un personnage important d'un système politique totalement défaillant, qui échoue complètement depuis maintenant plusieurs décennies
à assurer les fonctions de base d'un État qui est d'assurer aux citoyens un minimum de sécurité, la satisfaction de leurs besoins de base, donc un accès au logement, un accès à l'énergie pour se chauffer, un accès à la santé, à l'emploi, à la justice, à assurer l'indépendance du pays, notamment l'indépendance alimentaire, là, qui est en train de partir en sucette avec le Mercosur. Non, ça, c'est pas au programme. Partout où vous regardez sur ces sujets, il y a des problèmes majeurs, voire même des désastres absolus, qui nécessitent des réformes d'ampleur dépassant largement les compétences et le rôle de Yael. Mais du coup, il n'y a pas vraiment matière à fanfaronner et à faire la cake. Regardez-moi, je suis présidente. À part flatter son ego de médiocre, je vois pas trop à quoi ça sert. Faudra pas venir chialer si les Français sont de plus en plus sceptiques sur la démocratie représentative. Alors pour aller plus loin, si vous êtes sur YouTube, je vous invite à aller voir la vidéo lunaire de Yael Braun-Pivet et le commentaire que j'en avais fait qui est assez consternant. Ou sinon une deuxième vidéo sur la médiocratisation de la vie politique française pour comprendre comment on est arrivé à avoir des personnages aussi merdiques pour des fonctions normalement importantes, des fonctions de prestige, avec beaucoup de responsabilités, et on a des cakes qui servent à rien et qui font les guignols sur TikTok, parce que c'est pas la seule. Hein. Il y a vraiment un abaissement du niveau dans la vie politique, et c'est pas parce qu'on prend des gens extérieurs au Cénacle habituel, hein. Il y a des gens très compétents dans le privé, dans la société civile, comme on dit, des gens très compétents qui pourraient faire un bien meilleur travail, mais on tombe bizarrement sur des guignols, et là il y a une explication, donc j'avais fait toute une vidéo sur justement cette médiocrité de la vie politique. Je vous remercie d'être passé pour ce fantastique direct. N'hésitez pas à faire un tour, comme d'habitude, sur zoneartisanale.com. Faites un tour aussi sur Tipeee pour soutenir la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, à suivre aussi sur tous les nouveaux réseaux TikTok, Spotify, YouTube, Twitch. On se retrouve pour plus de singerie prochainement.